La désinformation est partout, sur nos fils d'actualité, dans les débats politiques, mais aussi dans nos conversations quotidiennes. Elle attise les clivages au sein de l'opinion publique, génère une crise de confiance envers nos institutions et nos médias, et on nous dit même que les fake news seraient capables d'influencer des élections. Comment en sommes-nous arrivés là? Et surtout, peut-on encore y faire face? On pose cette question et beaucoup d'autres à notre invité, Mohamed Benabid. Bonjour Mohamed. Bonjour Bouchra, tout d'abord merci pour l'invitation. Merci à vous d'avoir accepté l'invitation de tel quel pour cet entretien. Mohamed Benabid, je rappelle que vous êtes chercheur spécialisé dans les médias, vous êtes professeur à l'université Mohamed VI Polytechnique et ancien rédacteur en chef de l'Économiste. Vous l'avez été durant une quinzaine d'années à peu près. Et vous venez donc de publier cet essai Lutter contre la désinformation, savoir, enjeux et pratiques aux éditions du Policy Center for the New South. Bienvenue à vous encore et merci d'avoir accepté notre invitation à Mohamed Benabid. Une première question, si vous le permettez. La désinformation, c'est un sujet vaste, complexe, c'est un phénomène qui n'est pas nouveau, mais votre livre arrive à un moment où justement ce phénomène semble avoir pris des proportions alarmantes. Est-ce que c'est cela qui vous a poussé à approfondir le sujet à travers cet essai? On peut dire que c'est une des raisons, c'est pas la seule. Il est vrai qu'aujourd'hui nous sommes confrontés à un constat dont on ne peut pas faire l'économie, c'est le constat d'une saturation des systèmes d'information. Et cette saturation, elle pose des risques réels pour de nombreux domaines, tant pour la qualité de la décision publique que pour la cohésion sociale. Alors pendant longtemps, ce sujet de la désinformation a été traité de manière, si j'ose dire, de manière assez périphérique. Oui. Où on s'attardait un peu plus sur les symptômes que sur les causes profondes. Souvent, les réactions étaient des réactions à chaud, de manière circonstanciée, quand une crise éclatait, bien évidemment, autour de ce sujet de la désinformation. Or, il se trouve aujourd'hui qu'à un peu de recul, il y a beaucoup de dynamiques qui nous interpellent sur cette question-là. D'abord des logiques économiques profondes, c'est peut-être l'occasion d'en parler. Les logiques des plateformes, bien évidemment, mais il y a aussi des dynamiques politiques qui sont sous tension, et il y a aussi une certaine fatigue institutionnelle qu'on constate dans de nombreux pays et qui fait partie aussi des déterminants de cette question de la désinformation. Donc, une partie, bien évidemment, de ce diagnostic m'a conduit à m'arrêter, à faire une proposition pour améliorer le processus de connaissance autour de cette question de la désinformation, comme vous l'avez dit, qui remonte à bien longtemps. Enfin, oui. Quand je dis bien longtemps, on peut retrouver des traces de désinformation dès la Grèce antique. Ce qui a changé un peu aujourd'hui, c'est peut-être un peu l'effet multiplicateur de la technologie et du numérique, mais on va dire que les logiques restent à peu près les mêmes. Oui. Et donc l'idée, en quelque sorte, à travers cet essai, c'était de proposer une sorte de feuille de route, encore une fois, et surtout à partir du moment où on constate quelque part dans de nombreux pays que les lignes bougent. Enfin, elles tentent en tout cas de bouger. Donc, les États tentent, bon an mal an, de réformer. Il y a une certaine prise de conscience aussi sur en fait la nécessité de travailler de manière multilatérale sur un sujet qui est par définition qui est international, transnational et sur lequel très peu de pays peuvent agir de manière unilatérale. Et enfin, pour terminer par rapport à votre question, il y a aussi une trajectoire personnelle qui m'a, je dirais, aux confins d'une double filiation, donc journalistique, comme vous l'avez fait référence tout à l'heure, avec une expérience modestement de 3 décennies, qui nous a permis de constater comment le rapport à l'information avait changé, malheureusement pour le meilleur, mais aussi pour le pire. Et une trajectoire plus universitaire qui nous a permis un peu d'objectiver et de conceptualiser les phénomènes qui étaient observés sur le terrain. Alors, vous avez égrené plusieurs points qu'on aura le temps de développer tout au long de notre échange. D'ailleurs, dans celui très très important, le point de la régulation. Est-ce qu'une régulation de l'État est nécessaire ou est-ce que les professionnels des médias peuvent s'auto-réguler? On verra dans quelques instants que c'est un vaste débat. Mais avant, si vous le permettez,
Mohamed Benabid, j'aimerais qu'on revienne sur la chronologie de l'apparition de ce qu'on appelle aujourd'hui la désinformation, ou même du concept même de post-vérité. Certains disent que le mot post-vérité, la formule, est entrée dans le discours public à partir de 2016, date de l'élection de Donald Trump, on se souvient, pour son premier mandat de président des États-Unis, et puis le Brexit. Est-ce qu'il existe aujourd'hui une chronologie claire de l'apparition et du développement de la désinformation qui fait consensus au sein de la communauté scientifique? Alors encore une fois, donc sur le plan chronologique, comme j'ai mentionné tout à l'heure, donc les premières traces de la désinformation, après je reviendrai sur la question de la notion de post-truth, donc l'ère de post-vérité, qui est un peu différente sur le plan chronologique. Et donc sur la désinformation en elle-même, donc on a encore une fois donc les premières entre guillemets initiatives de désinformation qui sont plutôt assez anciennes. Alors pour la période contemporaine, on a tendance plutôt à la situer à la fin du 19e siècle. Et au début du XXe siècle, notamment avec ce qu'on appelle le yellow journalisme, c'est-à-dire la presse jaune, puisque on était dans un contexte un peu particulier aux États-Unis. On avait 2 journaux new-yorkais qui se livraient à une bataille féroce, mais en réalité qui était une guerre de compétition et de concurrence où chacun cherchait bien évidemment une course à l'audience, qui n'est pas d'ailleurs sans rappeler ce que nous vivons aujourd'hui sous une forme numérique. Absolument. Et donc tous les coups étaient permis, tous les coups bas étaient permis, donc souvent des attaques personnelles virulentes, beaucoup de fake news, etc. Et donc ça a donné, donc encore une fois, cette première construction, donc l'étiquette du yellow journalisme très jeune, pour qualifier un peu la désinformation dans ce contexte-là. Alors après, bien évidemment, ça a été repris sous des formes un peu plus institutionnelles pendant la Deuxième Guerre mondiale. Peut-être avant, encore une fois, dans le contexte américain, en ce sens où les premières recherches sur la propagande, encore une fois, ont été menées, sur l'influence aussi sur les opinions publiques, ont été menées dans le contexte américain. Alors ça a été repris par l'Allemagne nazie, avec bien évidemment ce qui est considéré comme, entre guillemets, le génie de la désinformation à grande échelle, qui est Goebbels, hein, donc le nazi Goebbels, puisqu'il s'en est servi, mais il a utilisé en grande partie en fait les apports des travaux américains sur la propagande. Donc on a eu cette période-là qui était assez particulière. Alors ensuite, on a eu des formes, peut-être en restant un peu plus prudent sur l'appellation, est-ce que on est sur la désinformation, mais on était plutôt sur des travaux de persuasion, mais qui ont été beaucoup utilisés dans le domaine de la publicité, avec notamment les travaux de Édouard Bernays, en fait, qui se trouve être tout simplement le neveu d'un certain Sigmund Freud. En fait, tout ça pour vous dire que c'est en capitalisant sur les travaux de psychologie et sur l'économie de l'attention, et l'économie de l'attention, d'ailleurs, absolument, que ça a été repris par les plateformes. Donc, c'est toujours ces mécanismes d'addiction, d'influence sur le fonctionnement du cerveau qui ont été utilisés. Donc, je vous ai dit, donc à la fois dans des logiques de persuasion, mais malheureusement aussi à des logiques de désinformation pour les plateformes. Alors maintenant, sur la post-vérité, sur le post-truth, il est vrai qu'on situe l'instant T pendant cette période-là, donc de 2016. Ça a été même considéré comme étant le mot de l'année par l'encyclopédie Oxford, le dictionnaire d'Oxford. Alors, il est vrai que quand on prend ce prisme de post-vérité, c'est qu'on met l'accent sur un déterminant particulier de la désinformation, notamment ce qu'on appelle un peu le relativisme historique. C'est-à-dire, on a commencé même à remettre en question la notion de vérité. Il est vrai que ce sont c'est une conception qui existe, qui est ancienne en philosophie, en épistémologie. Bon, les universitaires connaissent ça depuis que le monde est monde, avec des auteurs comme Karl Popper. C'est-à-dire l'idée de remettre que la connaissance et la vérité est une notion relative existe, elle n'est pas nouvelle. Mais disons que ramener ces enjeux-là aux questions de désinformation, on a commencé finalement à dire qu'on doute de tout.
même des informations vérifiées, recoupées, etc., étaient remises en question dans un certain nombre de contextes, notamment les contextes électoraux, particulièrement les contextes américains. On a eu même des phénomènes assez intéressants qui ont constaté une corrélation, d'ailleurs, entre des séries télé que vous connaissez, qui étaient extrêmement populaires à la fin des années 90, comme X-Files, oui. Et la montée de mouvements conspirationnistes. C'est-à-dire, à chaque fois, on était tenté de finalement de faire une deuxième lecture, de dire, oui, finalement, ce qu'on voit n'est pas la vérité absolue, c'est qu'il y a une deuxième lecture à faire. Et tout cela, finalement, en fait, a alimenté des mouvements conspirationnistes, des mouvements complotistes, de scepticisme, mais malheureusement aussi, ça a fragilisé les enjeux autour d'une information qui soit fiable. Et certains aujourd'hui disent que la prochaine étape, eh bien, c'est la post-réalité. Nous passerons de la post-vérité à la post-réalité avec l'émergence des deepfakes et de l'IA générative qui nous surprennent de jour en jour. Certains parlent même, Mohamed Benabid, d'une humanité qui serait en train de vivre une mutation anthropologique majeure. Et vous, eh bien, vous dites que la désinformation n'est pas un accident, mais une construction sociale. Absolument. Si vous pouvez développer ce point. Vous avez raison d'abord de soulever cette question de l'intelligence artificielle, parce que c'est un vrai sujet, parce que aujourd'hui j'ai tendance à dire que ça a bouleversé beaucoup de choses, notamment notre capacité traditionnellement on s'appuyait sur le regard pour identifier une information sous une forme d'image, d'accord? On pouvait savoir est-ce que relativement c'était du vrai ou du faux, quoique dans le domaine du journalisme, je crois que le bidonnage d'images n'est pas nécessairement récent, mais le deepfake a compliqué un peu la chose. Donc, autrement dit, le regard ne suffit plus en tant que évidence, en fait, établir une évidence en tant que donnée probante pour en tirer des conclusions. Et c'est un bouleversement qui n'est pas seulement technologique. Il est sociétal. Il est accompagné par une sorte de distorsion cognitive. Absolument. Aussi. Il est politique parce que les bouleversements sont, je dirais, à plusieurs niveaux et à plusieurs échelles. On peut pas se contenter, encore une fois, de faire la lecture exclusivement technologique. Sur le fait que vous disiez que c'est une construction sociale quelque part, la société aussi a accompagné l'émergence et peut-être la prolifération aussi de la désinformation. Absolument. Alors, ce que j'entends par là, c'est que l'erreur, encore une fois, c'est de s'attarder sur les phénomènes émergents de la désinformation et ne pas considérer, en tout cas, ce que j'appelle en fait des déterminants d'environnement. Alors, dans l'environnement, bien évidemment, il y a plusieurs variables. Il y a encore une fois la perte de confiance vis-à-vis de la parole institutionnelle, parce que il y a un travail de médiation qui est porté à la fois par les journalistes, par les médias que vous êtes, mais aussi par les institutions. Et il se trouve que il y a un lien de confiance qui s'est brisé entre ceux qui produisent en fait l'information et ceux qui la consomment. Alors à côté de ça, bien évidemment, il y a aussi des déterminants qui sont importants, qui sont de l'ordre de l'individu, ou un peu le déterminant psychologique, qui font que déjà, il y a une vulnérabilité, fort heureusement pas chez tout le monde, c'est d'ailleurs ceux qui arrivent à avoir quand même un esprit critique, arrivent quand même à s'en sortir, mais de manière générale, nous avons toujours cette tendance, finalement, à nous exposer à ce qu'on appelle des biais cognitifs, qui font que on est plus sensible à des opinions, à des idées qui vont nous conforter dans nos propres convictions. Et c'est un premier biais, d'ailleurs, c'est un premier danger sur lequel il faut rester vigilant. Et ça pose forcément la question aussi de la neutralité des plateformes, parce que tout passe aussi par ces réseaux sociaux. J'aimerais vous interpeller, sur l'affirmation de cette politologue essayiste française Chloé Morin, qui a également travaillé sur la question, qui, elle, dénonce aujourd'hui ce qu'elle qualifie d'impossibilité de débat sous l'effet des algorithmes. Elle parle, je la cite, de la confrontation démocratique qui a été remplacée, dit-elle, par le pugilat algorithmique. Fin de citation. Ce sont donc les plateformes numériques qui tiennent les ficelles, Mohamed Benabid. Comment les algorithmes, des réseaux sociaux amplifient cette désinformation? Comment ça leur profite?
Et ça a aussi des ressorts économiques, et vous l'expliquez très bien dans votre essai. Alors, je commençais peut-être par préciser que les algorithmes sont des outils. Alors, ces outils, il se trouve que dans le débat qui nous intéresse, eh bien, ils hiérarchisent, ils filtrent, ils organisent l'information. Et alors, tout cela se fait via des logiques qui ne sont pas neutres du tout. C'est-à-dire, on va retrouver des critères tels que l'intensité de l'engagement, le temps écoulé sur une plateforme, voire aussi des signaux de comportement que ces mêmes plateformes vont prioriser pour des raisons souvent qui sont assez obscures. Hein. Et donc, on se retrouve dans une situation où ce sont ces algorithmes qui décident de visibiliser ou invisibiliser donc des informations. Et donc, nous sommes dans une configuration où nous avons des logiques technologiques et des logiques économiques, parce que je vais en parler dans un instant, qui ont un impact politique. Parce que quand on parle bien évidemment de la qualité de l'information, c'est qu'on a des enjeux de qualité de la démocratie. Et on a aussi des enjeux de redistribution du pouvoir. Donc vous voyez déjà, donc on est sur une asymétrie, parce que c'est une vraie asymétrie entre ceux qui conçoivent les systèmes et les architectures qui sont en tout cas peu transparentes, et ceux qui subissent ces architectures-là. Il est vrai que on a ce qu'on appelle les effets de réseau, c'est ce qu'on appelle aussi, ça explique en grande partie la logique de l'économie de l'attention ou les modèles de l'attention. Alors ces effets de réseau, juste pour préciser, existent en partie chez les médias conventionnels, mais on va dire qu'ils ont été amplifiés par le numérique. D'accord ? Les effets de réseau directs, les effets de réseau indirects, je vais pas m'étaler là-dessus parce que c'est pas l'objet. Et donc ces effets-là, donc ces modèles de l'attention, ils vont plutôt profiter à des contenus polarisants et non pas des contenus qui favorisent la compréhension ou le débat public. Et donc finalement, on va avoir cette dérive va avoir un double effet. D'abord, elle va fragiliser la mission publique de l'information, qui, comme vous le savez, elle est au cœur d'une grande partie de ce qu'on attend du journalisme, de l'information et des médias de manière générale. Et qui est un enjeu démocratique majeur. Et qui est un enjeu démocratique majeur, avec des conséquences pour le pluralisme, etc. Et donc, première vulnérabilité, donc c'est celle-ci. Et deuxième vulnérabilité, c'est que, compte tenu de ce que je viens de dire, ça va profiter finalement à des acteurs. Ça explique en grande partie les contenus sensationnalistes, donc des acteurs qui capitalisent sur les polémiques. Absolument. Et donc nous avons finalement on se retrouve dans des configurations où des flux personnalisés vont impacter les rapports individuels à l'information, mais encore une fois, de manière biaisée, parce que les critères qui vont influencer donc ces flux sont à la base conditionnés par ce qu'on vient de dire. Et des plateformes qui parviennent à contourner toute tentative de régulation. Je prends un titre d'exemple, Pierre Aski, président d'RSF, qui dit avoir longuement travaillé sur ce sujet, d'avoir ouvert les négociations avec les plateformes, Mark Zuckerberg, Facebook, Elon Musk, X, ex-Twitter, justement, pour instaurer plus, disons, plus d'éthique, disons, au sein de leur plateforme, et qu'il explique lui-même que juste avant l'arrivée de Donald Trump, eh bien, ils étaient ouverts à la négociation, les patrons de ces grandes plateformes. Ils étaient en quête d'une forme de respectabilité, entre guillemets, et qu'avec l'arrivée bien de Donald Trump au pouvoir, on s'en souvient, l'annonce de Mark Zuckerberg qui a dit qu'il allait cesser eh bien tous ces mécanismes de fact-checker sur les plateformes comme Facebook. Donc il y a aussi le pouvoir politique, la radicalité peut-être au pouvoir qui favorise l'exacerbation, je vous pose la question, Mohamed Benabid, du phénomène des fake news et de la désinformation. Je ne sais pas si, en tout cas, ce que je peux constater aujourd'hui, c'est qu'en dépit des engagements pris par les plateformes, je veux dire, tant vis-à-vis
des autorités américaines que du reste de la planète, parce que je vous rappelle qu'il y a aussi des dispositifs qui ont été déployés à l'échelle européenne, notamment le Digital Service Act, etc. Ce que je vois, c'est qu'il y a un décalage entre les promesses en fait, donc formulées par les plateformes et les engagements pris réellement sur le terrain. Donc il y a tout le temps en fait un retard dans l'opérationnalisation des engagements pris, qui fait que on est loin je dirais, des objectifs de lutte contre la désinformation, sachant que tous ces échafaudages réglementaires ne s'engagent pas explicitement sur la désinformation. D'accord. On est sur une demande d'un peu plus de transparence, d'expliquer un peu les logiques de fonctionnement des architectures qui sont au cœur de ces plateformes, mais il n'y a pas vraisemblablement en fait une mesure qui vise spécifiquement la question de la désinformation et les fake news. Et donc, il y a aussi ce phénomène, mais qui est assez caractéristique, c'est que on a tout le temps un retard, c'est-à-dire on a tendance à dire que la technologie va plus vite que les lois. C'est encore plus vrai pour le numérique, et donc ce qui fait qu'à chaque fois il y a un peu ça chassé-croisé qui fait qu'on doit à chaque fois tout le temps rattraper un retard, sachant que entre-temps je dirais la technologie a avance beaucoup plus vite que la réflexion de l'arsenal un palier législatif supplémentaire. En tout cas, pour rester sur le cas des Reporters sans frontières qui a lancé, et nous en parlions en off il y a quelques instants, qui a lancé la Journalism Trust Initiative, qui se définit un peu comme une norme internationale. RSF l'a lancé en 2018, et ce mécanisme est destiné à mettre en valeur un journalisme de qualité, de lutter contre la désinformation et la propagande. Et puis il y a une semaine, il me semble, le président français lui-même, Emmanuel Macron, a évoqué la mise en place d'un label de confiance des médias inspiré de ce mécanisme d'RSF. D'après vous, est-ce que ce genre de dispositifs sont efficaces, Mohamed Benabid? Je considère que une partie, en tout cas, pour être clair, il faut que les États, de manière générale, se rendent compte que ils n'ont pas l'intégralité de la solution. C'est-à-dire dans ce débat de la lutte contre la désinformation, eh bien, c'est une lutte qui engage beaucoup de parties prenantes, les États, mais pas seulement les États, les médias, la société civile, l'éducation, etc. Et donc, si on considère bien évidemment le prisme du journalisme, oui, je le considère, et je le considère fortement, c'est-à-dire on ne peut pas se retrouver dans une politique efficace de lutte contre la désinformation indépendamment de la résilience économique de l'écosystème médiatique. Comme vous le savez, aujourd'hui, les médias, pas seulement au Maroc, mais dans le monde, traversent une crise économique, pour ne pas dire une crise existentielle, qui fait que malheureusement, beaucoup d'acteurs ont été obligés de sacrifier ce qui fait la force, je dirais, et qui est l'âme de la vocation journalistique, c'est-à-dire l'enquête, le temps lent, tout cela, donc fait que c'est malheureusement loin de permettre encore une fois aux rédactions de jouer le rôle comme il se doit. J'ai constaté aussi un peu partout, et pas seulement au Maroc, comment dirais-je, un climat organisationnel qui malheureusement n'est pas assez motivant pour les équipes, pour les journalistes. On a tendance à oublier que nous sommes dans un métier où le cognitif, je dirais, c'est le cœur de métier de l'activité journalistique. Et oublier un peu cette composante, c'est vraiment s'inscrire dans une démarche suicidaire qui, de toutes les manières, limiterait l'impact de toute stratégie de reconstruction des modèles économiques et des modèles éditoriaux. Donc, revenir encore une fois aux fondamentaux. Maintenant, sur l'initiative française, donc l'initiative du président Macron, je ne peux que saluer l'esprit, puisque si on a effectivement une prise de conscience institutionnelle sur la nécessité de lutter, donc c'est une intention louable. Maintenant, je serais un peu réservé sur les logiques de labellisation. D'accord. Alors, pour une raison toute simple, c'est que aujourd'hui, la production la plus prolifique en matière de désinformation, elle n'est pas abritée par les médias à labelliser, si j'ose dire. Il est plutôt dans les réseaux sociaux.
D'accord. Et donc c'est une sorte de coup d'épée dans l'eau parce que finalement on va regarder la partie la plus éclairée, si j'ose dire, et on va négliger le plus gros du morceau qui est concerné par la désinformation. Donc je reste un peu prudent sur l'impact d'une telle mesure, labellisée des médias, etc. Deuxième aussi réserve, c'est que attention, encore une fois, à la perception que l'on peut créer. Il faut bien évidemment, je crois qu'il y a un certain nombre de garanties qui semblent être apportées par les autorités françaises pour dire qu'ils ne vont pas, donc ils vont peut-être fixer les règles du jeu, mais sans, encore une fois, sans mettre la main, je dirais, dans le processus, parce qu'autrement, il y a un risque de perception où l'État va être un peu jugé parti, ce qui serait extrêmement dangereux dans la perception par l'opinion publique. D'accord? Parce que c'est à peu près, par analogie, le même schéma que pour la question du fact-checking, sur laquelle je suis aussi réservé, parce que d'abord, on est sur un exercice qui arrive tout le temps a posteriori, ça c'est un. Et les études scientifiques ont démontré d'ailleurs que les esprits et les cerveaux maintiennent l'information initiale malgré le fact-checking qui vient derrière. Parce que ceux qui produisent, à la limite, ils se désintéressent totalement du fact-checking. C'est-à-dire, on touche encore une fois que la population qui est suffisamment mature, suffisamment consciente, etc. Alors que le plus gros n'est pas du tout concerné par les questions du fact-checking. Et autre élément dans le débat sur le fact-checking, c'est tout le temps, j'ai tendance à dire, et je l'ai dit à plusieurs reprises, qui va contrôler le fact-checker, ou alors qui va fact-checker le fact-checker. C'est-à-dire il y a toujours un niveau supplémentaire en matière de contrôle, de vérification, ce qui est normal pour éviter tout risque de biais potentiel. Et donc, qui fait que, voilà, donc on est un peu... donc le fact-checking, il faut le prendre à je dirais, à sa juste mesure, sans exagération aucune, pour être conscient de ses limites. Donc voilà, donc ce sont des initiatives encore une fois à regarder, mais en étant prudent. Sur l'impact potentiel. On va conclure avec cette question avec vous, Mohamed Benabi, si vous le permettez. On entend souvent ces dernières années, du coup, que notre époque, notre époque serait, oui, je le disais, celle de la post-vérité, celle des législations aussi de plus en plus sévères concernant la lutte contre la désinformation. On a vu le cas de la Tunisie qui a fait voter une loi jugée extrêmement discriminante concernant la lutte contre les fausses informations. Est-ce que ce genre d'arsenal juridique, je prends la Tunisie, mais d'autres pays, ont recours également à ce type de texte? Est-ce que des pays comme la Tunisie, dont on dit qu'ils connaissent un momentum et un tournant autoritaire inédit, peuvent se servir de ce type de texte de loi pour faire taire les voix dissidentes? Tout le débat, et bon, ça rejoint un peu les éléments de réponse précédentes. Alors tout le débat dans ce genre d'initiative, c'est de se dire où est-ce qu'on va mettre le curseur, c'est-à-dire quel est le niveau optimal et qui fasse en sorte que ça soit ni trop conciliant vis-à-vis de la désinformation, ni trop liberticide. Donc le risque est permanent. Et puis j'ai tendance à dire que sur la désinformation, chacun son métier. Ce n'est pas aux autorités, ce n'est pas au pouvoir public d'identifier ce que c'est qu'une fake news. D'accord? Ce sont les médias, ce sont des professionnels de l'information. Ils font ça depuis que le monde est monde et qui ont toute la légitimité et le recul nécessaire pour faire le job. Donc, s'il y a des mécanismes, il faut que les médias professionnels, les journalistes professionnels, encore une fois, soient partie prenante des initiatives. Et on l'a compris, vous êtes partisan pour de l'autorégulation et d'une corporation de professionnels des médias qui soit forte, justement, indépendante, neutre aussi, capable de s'autoréguler. Absolument, parce que encore une fois, dans ce débat, la question de la crédibilité, elle est fondamentale. Parce que je sais pas si on l'a dit, mais je pense qu'on n'a pas insisté là-dessus. Je l'ai écrit d'ailleurs dans plusieurs reprises, c'est que cette crise de la désinformation est une crise de crédibilité, une crise de confiance. Et si on veut reconstruire cette confiance, il faut bien évidemment que les parties prenantes qui sont indirectement ou directement concernées par le débat soient
elle-même irréprochable sur ces questions-là. Autrement, encore une fois, donc l'opinion publique va rester constamment méfiante, vigilante, et elle va se tourner vers des sources alternatives, d'autres formes de vérité, entre guillemets, pour s'informer. Certains voient dans les mécanismes de lutte contre la désinformation une atteinte à la liberté d'expression, quand d'autres y voient plutôt des garanties pour la liberté d'informer. Liberté d'expression versus liberté d'informer, c'est un débat insoluble. On a l'impression qu'il y a les deux concepts, il y a beaucoup de porosité entre les deux. On confond tout. Qu'il y a de la désinformation sur la désinformation. Oui, on n'en finit plus. On n'en finit plus. Bon, c'est vrai que c'est un cercle vicieux. D'un côté, l'inquiétude se comprend parce que, encore une fois, donc toutes les conséquences que l'on a évoquées au début de notre échange sur la désinformation, que cela peut avoir sur plusieurs niveaux, et ça explique en partie le fait que dans de nombreux pays, on souhaite quand même traiter le mal quand c'est possible. Mais d'un autre côté, il y a toujours ces interrogations. Bon, on a poussé un peu la portée de mes propos tout à l'heure. Encore une fois, sur le niveau optimal qui ne nuise pas à ce que vous avez dit, donc la liberté d'expression. Donc, ce sera constamment en fait un chassé-croisé entre le premier et le second. Merci infiniment, Mohamed Benabid, d'avoir accepté mon invitation. Merci à vous. Vous venez de signer CTC, lutter contre la désinformation, savoir, enjeux et pratiques, que je rappellerai bien à nos auditeurs, auditrices, spectateurs et spectatrices. Bien, vous serez d'accord, je pense, avec moi, Mohamed, que la lecture est à la fois un moyen de comprendre, mais aussi parfois de se protéger des bruits du monde. Et grâce à cet ouvrage, on y parvient un petit peu. En tout cas, je l'espère, modestement. Merci, Mohamed Benabid. Je rappelle que vous êtes chercheur spécialisé dans les médias. Vous êtes également professeur à l'université Mohamed VI Polytechnique, ancien rédacteur en chef de l'Économiste. Vous l'avez été durant une quinzaine d'années et vous venez donc de publier cet essai que nous venons de mettre en avant. C'est la fin de cet épisode. Merci à tous et à toutes de l'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner sur telquel.ma pour suivre l'essentiel de l'actualité nationale et internationale. À bientôt.